Ça me fait mal de voir Bitcoin sous les 100 000 dollars. Et pourtant, j'ai réinvesti. Pourquoi? Je prends le risque finalement de voir Bitcoin aller un peu plus bas. Même peut-être partir en bear market. Il y a toujours une probabilité que ça existe. Mais au final, j'ai envie de vous dire, peu m'importe. Parce que cet investissement-là, je le fais pour mon portefeuille long terme. Je le fais même parce que j'ai réinvesti une petite partie pour mon fils. Parce que je me dis que dans X années, pour moi, ou à ses 18 ans pour lui, eh bien, ce sera quand même un bon investissement d'avoir acheté du Bitcoin sous les 100 000. En tout cas, c'est ma conviction. Par contre, pour mon wallet de court terme, je suis un peu plus partagé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, avant d'être un analyste à part entière de mon métier, je suis avant tout un investisseur qui veut être rentable. Et typiquement, je suis comme vous, à croire en Bitcoin sur plusieurs années, en tout cas de le voir comme une résolution à certains problèmes, et j'aimerais en avoir toujours plus. Enfin, déjà, en avoir un, ce serait déjà pas mal, puis deux, puis trois, mais ça, on n'y est pas encore. Sauf que, comme vous, dans la vie, j'ai différents projets, j'ai différentes obligations, j'ai une vie de famille, j'ai différents types de plaisirs, et j'ai pas forcément envie de passer ma vie devant des bougies, devant des graphes, et de surveiller le prix du Bitcoin pour voir ce qu'il fait. C'est-à-dire que, globalement, et ça, vous le savez, je cherche le maximum à ne pas être connecté au marché. Tellement c'est usant, tellement c'est frustrant de voir en fait son argent exploser à la hausse, de voir qu'on n'a pas investi assez, de voir qu'on a trop mis sur le marché, de voir que ça peut se casser la figure. C'est-à-dire que je souhaite, par différents moyens quand même, accumuler le plus possible de fractions de Bitcoin pour en tenter d'en acquérir le plus possible là encore. Mais en cherchant le moyen le plus simple, mais efficace d'y arriver. Et là, je pense que vous voyez le problème. C'est qu'on arrive dans une phase dont on parle depuis plusieurs semaines où il va falloir surveiller quand même le marché assez régulièrement. Notre capital, c'est quand même notre outil de travail. Donc, c'est-à-dire que si on le brûle, on n'a plus rien pour investir. Et comme je suis toujours sur un beau multiple sur ce cycle, mon but, ça va vraiment être de ne pas rendre cet argent, mais bien de continuer à vouloir le faire fructifier. Parce que de mon côté, même si sur le court terme, c'est pas très beau, j'ai toujours cette conviction à moyen long terme sur Bitcoin. L'autre problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. On a des scénarios sur lesquels on peut se baser, et heureusement, sinon on serait totalement perdu. Mais globalement, notre type de réaction par rapport à toute cette incertitude va quand même définir comment on va se comporter, en tout cas comment notre capital va se comporter dans nos investissements. C'est-à-dire que si vous êtes le type de personne qui avait absolument besoin d'avoir la réponse à la question de ce qui va se passer, de savoir justement si on va plutôt aller toucher ce niveau de prix ou celui-ci avant de rebondir, de passer à 100K au-dessus, etc. Le type de personne qui n'arrive pas finalement à s'agripper à une branche de peur de tomber, eh bien en fait, on va se retrouver coincé dans cette même situation qui ne vous sert pas depuis que vous avez commencé l'investissement. Et c'est assez intéressant parce que les quelques personnes dans mon entourage, en tout cas dans l'entourage que je me suis fait, qui réussissent dans leur investissement, sont vraiment ceux qui ont qui ont fait le choix de naviguer, de prendre cette incertitude plutôt que rester en fait dans cette configuration de toujours avoir besoin de validation. Et comme on est actuellement sur des niveaux critiques, voilà en fait comment je jouerais par rapport à ce que je vois et ce que les autres analystes aussi réputés en disent, et donc je vais vous donner mon plan d'action. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est exactement la situation dans laquelle on est. Je vais même me baser sur plusieurs analyses d'autres analystes qui sont justement des pionniers dans leur écosystème pour voir justement s'il y a des confluences, des convergences de données par rapport à ce que l'on peut voir nous ici sur la chaîne de Crypto Sapiens. Donc bien sûr, bienvenue à tous et c'est parti pour ce point de marché de ce dimanche 16 novembre. Bon, déjà, on va faire un petit point sur la situation globale. Vous le savez, nous sommes à peu près environ 30% de tous les investisseurs, de tous les bitcoins sur la blockchain qui se retrouvent en négatif. Alors ça peut être un négatif de 0,1% comme un négatif de 20%, ça dépend où ils ont été acquis, forcément. Mais, comme d'habitude, on est sur ce point pivot. Maintenant, ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Ça fait une dizaine de jours qu'on est sur ce point pivot, entre justement un niveau trop lourd sur le marché de perte, et que cela peut influencer grandement la suite et le comportement du prix et donc des investisseurs. Dans le sens où, quand il y a trop d'investisseurs en perte, généralement, on a cet état de panique. On a autant les investisseurs court terme qui, eux, de base, paniquent à chaque correction, mais on a surtout nos fameux hodlers historiques, ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, qui généralement ont déjà vécu plusieurs FUD, plusieurs FOMO, plusieurs catalyseurs à la hausse et à la baisse, plusieurs corrections, qui peuvent se mettre eux aussi à vendre, non pas forcément pour prendre des profits, mais plutôt pour paniquer. Et comme on le voit ici, c'est exactement cette zone dont on n'a pas envie d'aller dessous, sous ces fameux 30-35% d'investisseurs en perte. C'est déjà arrivé en 2018, c'est déjà arrivé en 2022, et typiquement,
généralement, on a quand même du mal à s'en relever. Donc là, l'objectif, ça va être de tenir cette fameuse zone, et on est pile poil dans les niveaux de prix dont je vous parlais il y a de ça quelques vidéos, et même, je crois, sur la dernière spécifiquement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où nous avons 60% de tout l'argent investi sur BTC qui se retrouve dans le rouge. Alors là encore, ça peut être le premier dollar qui a été investi sur les 96-97 000 dollars, comme j'ai envie de dire plusieurs milliards de dollars qui l'ont été faits proches du top, ou en tout cas entre les 100 et les 126. Donc globalement, on est sur ce point pivot, surtout que il y a un article excellent que James Check, qui est un acolyte analyste on-chain, mais je pense un des plus réputés mondialement, l'a mis, et je me permets de le citer. En 2022, on était sur une configuration quasiment classique de ce que l'on voit aujourd'hui, puisque dans son dernier papier, il essayait de voir si ce top que nous avions eu début octobre sur les 126 000 ressemblait au potentiel second top de 2021, novembre 2021, lorsque nous étions sur les 69 000 dollars, et se dire, ok, peut-être qu'on n'aura pas un top euphorique, mais plutôt un top mollasson, comme c'était arrivé à cette époque. Et là, ici, sur tout cet argent investi, on voit très bien que, à cette époque, nous étions sur 70%, donc 10% de plus, de tout l'argent investi qui était dans le rouge, quasiment tous les détenteurs court terme, et surtout quasiment la moitié des hodlers historiques qui étaient vraiment dans le rouge. Là aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a toujours nos fameux détenteurs court terme qui sont tous dans le rouge, donc un peu plus de 4 millions de BTC qui sont en négatif, mais surtout on a, hop, regardez ici, que, entre guillemets, je dis bien que, 20-25% de tout les dollars investis des LTH, donc de nos détenteurs long terme, qui eux sont dans le rouge. Donc ça va un peu mieux, on est quand même un peu mieux loti que début 2022 lors de la correction du bear market, et on le verra, de dire que oui, s'il y a des similitudes, il y a quand même des choses qui vont un peu mieux qu'à l'époque, surtout qu'on n'a pas les mêmes types d'investisseurs. Sauf que forcément, ce cocktail de pertes latentes et de ce qui pourrait arriver si on arrive justement à dépasser certains niveaux de prix, nous amène à un niveau de peur assez extrême. On est sur l'échelle de Fear and Greed de 15 sur 100, ce qui est extrêmement bas et qui n'était arrivé qu'une seule fois dans ce cycle, c'était justement à la fin février où nous avions touché 10 sur 100. Donc on est pile poil, encore une fois, dans cette phase transitoire, qui ressemble parfaitement à ce que nous avions vécu lors de l'été 2024 et lors du printemps 2025, entre bull market, correction de bull market, et début de bear market, et justement tout, en tout cas à mon sens, va se jouer dans les prochains jours et semaines à venir, et surtout les différents niveaux que je vais vous présenter. Nous avons par exemple ce graphique qui vient de Bitcoin Vector. Alors je vais l'utiliser puisque Bitcoin Vector est une société qui permet, en tout cas, qui fait de la gestion d'investissement, et qui surtout a un analyste hors du commun qui travaille chez eux, c'est Willy Woo, donc qui est un des pionniers de l'analyse on-chain, qui a créé, je pense, ce risk-off signal et structure shift, qui dit justement que nous avons de plus en plus de chances dans ce process d'avoir trouvé ce plancher. On a, si vous voulez, un risk-off signal chez eux, qui vient de s'activer ici, qui nous permet de voir que si la pression vendeuse est toujours assez importante, elle n'est justement pas en train de déstabiliser le marché pour autant. Ce qui, globalement, ressemble pour eux à ce qui s'est passé en septembre, lorsque nous étions passés des 125 000 $, donc le précédent top, au à peu près 105-106 000 $. Donc une sorte de zone plancher qui peut nous servir à rebondir ici, surtout que, et point très important, c'est que l'on remarque, en tout cas selon eux, une demande en spot qui est toujours extrêmement forte depuis la mi-octobre. Donc on a un peu ce schéma, si vous voulez, pour expliquer simplement, où il y a beaucoup de vendeurs, mais paradoxalement, on a aussi, à l'inverse, beaucoup d'acheteurs qui nous permettent de concentrer l'action du prix entre les 95 000 et globalement, ces derniers temps, les 106-107 000 $. Donc un delta de 10 000 $ seulement, mais qui pour l'instant nous fait tenir les niveaux clés que l'on surveille et dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Alors maintenant, pour le visualiser au niveau on-chain, vous le voyez, ici en vert, nous avons la pression vendeuse, donc les profits réalisés, en rouge, les pertes réalisées. Dans tous les cas, l'un et l'autre, si on les additionne, ça nous montre la pression vendeuse qui est exercée chaque jour, rien que sur Bitcoin. Donc on est à peu près sur du 1,4 milliard chaque jour de dépenser, donc forcément on doit avoir une force acheteuse équivalente pour quand même que les forces s'équilibrent. Et ici, comme vous le voyez, on est quand même passé d'environ 2,3 milliards par jour, il y a de ça un mois, à 1,4 milliard, ça va un peu mieux, même si évidemment on a envie de voir cette pression vendeuse diminuer toujours autant. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que malgré cette continuité aussi de la correction, on voit aussi potentiellement une capitulation qui a peut-être été effectuée. Alors les jours suivants nous le diront, c'est très difficile de l'estimer à l'heure actuelle, mais de voir que les pertes effectuées diminuent de jour en jour, peu importe l'état de la correction, même si
à mon avis, aujourd'hui, et avec cette correction bien sous les 100K, on va peut-être voir une nouvelle jambe de vente à perte assez importante. C'est quand même intéressant de voir qu'on épuise aussi les vendeurs, que ce soit autant ceux qui prennent des gains, autant que ceux qui capitulent. Du côté de la demande en spot, bien écoutez, Bitcoin Vector n'a pas forcément tort, puisque en fait on a une demande depuis, comme il l'a dit, depuis bien début octobre, qui est extrêmement forte et qui n'avait pas été observée depuis globalement ce qui s'était passé début mars. Donc ça fait quand même 8 mois qu'on n'avait pas eu une telle demande sur le marché, sur BTC, et que, eh bien on le voit très bien. C'est pas parce qu'on a une pression vendeuse monstre que les acheteurs ne sont pas là. Malgré un prix qui passe sous les 100K, malgré un prix qui tergiverse, une macro politique économique qui fait peur, on a quand même des acheteurs qui sont confiants à acheter sur ces niveaux. Alors ça va être intéressant de voir si jamais on casse certains niveaux de prix dont on n'a pas envie de voir. Là peut-être qu'on verra vraiment leur conviction, mais globalement pour l'instant c'est très positif. Évidemment vous le savez, moi ma vision du marché, elle se fait sur du moyen terme. Que Bitcoin passe de 106 à 95, ça ne me fait pas grand chose, puisqu'encore une fois, je suis là pour du moyen long terme. Par contre, c'est vrai que globalement, je peux comprendre que ça fasse peur à beaucoup d'individus. Déjà, on passe sous la barre des 100K, ce qui quand même fait mal, psychologiquement, mais que globalement, il faut vraiment comprendre que l'analyse on-chain n'est évidemment pas faite pour tout type d'investisseur. En fonction de votre temporalité d'investissement, en fonction de votre profil d'investisseur, vous avez peut-être envie de savoir ce qui se passe sur des échelles de temps encore plus courtes, alors que de mon côté, c'est vrai qu'on va vraiment voir la tendance de fond. Et si elle est baissière sur le court terme, on est encore une fois sur la même typologie de comportement que ce qui s'était passé par 2 fois lors des 2 grosses corrections de ce cycle. Maintenant, une des choses fondamentales qui change beaucoup, bien comme le remarque Bitcoin Vector encore une fois, c'est la force acheteuse qui est toujours présente, malgré en fait cet état de capitulation qui ressemble à mars-avril 2025 ou encore l'été 2024. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait très très peu de rentrées de capitaux. On avait à chaque fois des investisseurs qui temporisaient, qui préféraient la jouer, comme on dit, risk-off, se dérisquer du marché et attendre de jours meilleurs pour tout d'un coup, ici en orange, vous le voyez, investir beaucoup de capitaux sur le marché. On était globalement sur du 3 à 5-7 milliards de dollars investis sur une moyenne à 30 jours, ce qui était assez faible, comparé justement au dernier pic où on était quasiment sur du 100 milliards. Là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que depuis globalement le début mai, on est sur une configuration où Bitcoin ne descend pas sous les 20 milliards d'entrées de capitaux mensuellement. Ce qui est énorme, encore une fois, puisque généralement dans ces phases de flou ou début de bear market, généralement c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a plutôt même des sorties de capitaux qui s'opèrent, des investisseurs qui, comme je l'ai dit au début, paniquent pour beaucoup. Et ça joue énormément. Alors que là, globalement, on voit, si bien sûr, ici en violet et vert, vous voyez, autant les détenteurs d'ETF, autant que les entreprises, les compagnies qui détiennent du BTC, qui sont plutôt dans le négatif, à vendre, pour certains par panique, encore une fois, pour d'autres, pour prendre des profits, eh bien, globalement, on a des investisseurs un peu difficiles de mettre un nom sur qui fait quoi, mais qui investissent toujours, et qui rachètent ces bitcoins qui sont vendus par panique, par peur, ou qui sont vendus aussi par les investisseurs qui prennent ces gains. Donc globalement, ça reste entre guillemets un environnement qui semble, et je dis bien qui semble, parce qu'encore une fois, je veux pas être perma-bullish, je veux absolument qu'on prenne des pincettes et qu'on se rende compte que oui, si structurellement parlant sur le court terme, on est plutôt baissier, il y a des choses qui se passent en coulisses qui peuvent et qui nous laissent finalement garder cet espoir que Bitcoin n'est seulement en train de faire partir, de faire capituler, de faire vendre ceux qui doivent vendre pour repartir sur une dynamique plus saine par la suite. Mais évidemment, on va garder les différents scénarios qu'on verra à la fin de cette vidéo pour savoir nos niveaux d'invalidation de cette thèse haussière. Un autre des points qui est extrêmement intéressant, c'est celui de la stablecoin dominance, qui par rapport à BTC continue d'augmenter, malgré que le fait que Bitcoin crash, c'est un bien grand mot, vous en conviendrez, passe sous les 100 000 $, qui prouve que, selon Swissblock, que le capital n'est pas du tout en train de partir de l'écosystème. Il part certes des altcoins, d'Ethereum, de Bitcoin, mais il ne part pas de l'écosystème. Il reste dans l'écosystème Web3, dans l'écosystème crypto, et ça c'est extrêmement important. Dans le sens où finalement la poudre, la force acheteuse, est toujours là. Elle est juste, comme il le dit, dans le sous-sol, il est bien garé avec sa voiture dans le sous-sol, mais c'est de la poudre, de la force d'achat qui va nous servir à accumuler une fois qu'on aura trouvé le plancher que souhaite avoir le marché. Et donc pour l'instant, on est vraiment en train de défendre certains niveaux, comme il le dit, voilà, au-dessus des 97 000 $, et que justement, si on passe sous les 95K, ça pourrait être un peu plus quand même dangereux, mais ça on le verra juste après. Au niveau on-chain, on le voit là aussi, puisque globalement, vous le voyez en rouge, c'est la courbe de l'afflux de stablecoins qui arrive sur le marché. Et comme on le remarque, tout comme c'est arrivé mine de rien en fait durant ces 2 corrections aussi de moins 30% de cycle, où on a des phases de
de flou, de doute, où les investisseurs, attention, peuvent aussi se dérisquer, sortir du marché, où il y a un peu de sortie de capitaux. Pour l'instant, on est toujours dans le positif, donc ce qui est extrêmement intéressant de voir que, malgré tout, on est sur, depuis 2025, donc depuis début 2025, on est quand même passé de 180 milliards à 256, donc on a vraiment 76 milliards de dollars qui sont arrivés sur les stablecoins, ce qui est extrêmement positif, puisque même sur BTC, c'est un peu le même topo, on a toujours des arrivées de capitaux et toujours une capitalisation réalisée qui augmente, preuve que les investisseurs rachètent malgré cette conjoncture qui est assez difficile à naviguer. Maintenant, l'autre indicateur que je vous présentais aussi beaucoup, ce fameux stablecoin ratio channel qui nous permettait de voir si ce stablecoin justement est déployé ou pas dans le marché. Globalement, on a vu que non. On avait jusqu'à ce fameux crash du 10-11 octobre, oui, une belle poussée des investisseurs qui se re-risquaient au marché. On a eu ce nouvel ATH. Et depuis, c'est vrai que c'est un peu en chute libre. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que petit à petit, et comme justement le disait un tout petit peu plus tôt Bitcoin Vector, on a peut-être besoin d'encore un peu de jours ou de semaines pour se remettre de cette configuration, et qu'on pourra avoir ce ratio toucher sa borne basse, et on arrivera sur des niveaux où, historiquement parlant, au bout d'un moment, les investisseurs auront trop de stablecoins dans leur poche et seront très enclins, en fonction de la conjoncture qui s'améliore, non, potentiellement, évidemment, pas normalement, potentiellement, redéployer ce stablecoin, et justement, on aura cette force acheteuse qui arrivera, avec peut-être un BTC autour dans cette zone des 90, 100, 110 000 dollars, ce qui lui donnera du jus pour aller beaucoup plus haut, probablement là encore. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est aussi de regarder ce qui se passe au niveau des différents supports que vous connaissez. On a le créateur de CryptoQuant, donc quand même la plateforme, je pense, il me semble, un numéro 2 sur l'écosystème on-chain, après Glassnode, qui nous montre bien qu'on a un niveau support qui est extrêmement intéressant, celui des 94K, qui correspond au coût moyen d'achat de tous les investisseurs entre 6 et 12 mois. Donc tous ceux qui sont arrivés, on est au mois de novembre, tous ceux qui sont arrivés au mois de mai et novembre 2024. Donc novembre 2024, mois de mai, on a vraiment eu un niveau de prix qui a navigué vraiment entre les 80 000 et les, globalement au mois de mai, je pense que c'était 109, 110 000 dollars. Donc on est un peu en dessous pour certains, mais globalement la moyenne d'achat est de 94 000 dollars environ. Un niveau de prix que nous avons d'ailleurs jamais dépassé dans ce cycle, et qui, par exemple, si on prend ce qui s'était passé début 2022, voilà, nous avait bien servi de, visuellement parlant, voilà, de graphique qui nous montrait bien que dès qu'on passe en dessous, généralement, ça pue quand même un peu des fesses. Ici, tant qu'on tient ce niveau, puisque les 6-12 mois ont quand même beaucoup accumulé de BTC, vous l'avez vu, tous ceux qui ont accumulé du Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars, encore une fois, détiennent 60% de toute la richesse de Bitcoin qui a été investie. Donc tenir ces niveaux de prix, c'est extrêmement important, puisqu'encore une fois, sinon, on aurait un peu cet effet boule de neige où on mettrait à mal beaucoup d'investisseurs qui ont encore l'espoir de voir le marché aller plus haut, mais qui potentiellement, pour beaucoup, ne vont pas attendre longtemps avant de vendre, soit à break-even, donc pile poil sur leur coût moyen d'acquisition des 94K, soit un peu en dessous s'ils voient que les conditions se dégradent de plus en plus. Et ça, justement, on le voit au niveau de la supply distribution. Ici, vous voyez justement tous ces investisseurs de plus de 6 mois en bleu. En rouge, c'est tous ceux qui ont accumulé justement il y a moins de 6 mois, donc comme vous le voyez, une grosse accumulation au-dessus des 100 000 dollars. Mais globalement, si on coupe ce bruit et qu'on prend ces investisseurs long terme, on le voit très bien. Les niveaux à surveiller vont être très cohérents avec ce que je vais vous présenter plus tard dans les deux prochains graphes, qui nous montrent en fait les zones qu'il ne faut pas dépasser absolument. Alors pourquoi ? Vous le savez, je crois dans la vidéo précédente, je vous en avais parlé, on a ce consensus, cette historique sur Bitcoin qui nous montre que dès que ces investisseurs long terme dépassent les 15-20% d'entre eux qui se retrouvent en perte sur le marché, on arrive à cet état où il n'y aura plus assez, si vous voulez, ce mur qu'ils ont construit, qui nous soutiendra. Puisque généralement, ces détenteurs long terme ne sont pas assujettis au FUD, au FOMO, et naviguent ce cycle généralement assez tranquillement. Sauf que, en force qu'il y en ait certains d'entre eux qui ont bien détenu leur coin depuis plus de 6 mois, mais qui ont accumulé vers ces, je ne vais pas dire zone de top, mais vers ces 100K et plus, eh bien forcément, plus on va aller en dessous, plus ils vont être de plus en plus à paniquer et potentiellement à vendre, et donc il n'y aura plus beaucoup de monde pour nous soutenir au niveau du prix. Et regardez ce qui se passe, c'est que sous les 14 000, les 93 900, donc globalement les 92 000 dollars, pardon, on a plus grand monde avant ces zones de bear market quand même, puisque finalement, on a une belle poche d'air ici entre les 93 000 dollars et les 84. Donc globalement, dites-vous que si on passe en dessous ces 94 000 dollars, qui correspondrait à ce tweet ici et cette analyse de King Yoonju, globalement, on peut aller tomber un peu plus bas. Si jamais cette zone-là ne tient pas non plus, globalement, autre poche d'air, vous le voyez, on n'aura plus personne qui va nous soutenir avant les 70 000 dollars. Donc là, vraiment zone de bear market, puisqu'encore une fois, tenir ces 92-90 000 dollars, on aurait ces fameux 15% de détente de hodler
qui serait en perte, et donc, effet boule de neige, etc., on tomberait un peu plus bas. Et c'est assez intéressant, puisque, encore une fois, et ça j'adore ces convergences, quand on regarde l'action du prix ici, par rapport à son comportement historique. Vous le savez, cette bande jaune ici, ce MDRV Min, lorsque justement tous les investisseurs globalement qui sont investis sur le marché se retrouvaient dans un état de perte un peu trop important pour se dire qu'ils vont quand même tenir, peu importe l'action du prix, s'il est cassé, comme pour l'instant ce n'est pas forcément arrivé sur ce cycle, on l'a déjà encore vu dans la vidéo précédente, dès qu'on peut le casser avec une lame de couteau mais repartir très vite à la hausse, ce qui peut se passer ici, ou pas, on a en fait ce second niveau ici qui s'appelle le True Min Price. Le True Min Price, c'est ce support qui nous a servi en 2017, en 2021, 2018, 2022 pour vraiment savoir si on allait rebondir dessus ou pas. Ici, il est, comme par hasard, autour des 82 000 $. Alors je dis bien autour, parce que l'analyse on-chain, c'est vraiment non pas une science exacte du prix, mais une science de comportement, donc on peut s'arrêter avant, après, c'est un tout petit peu en dilettante, c'est pas très grave. Mais comme vous le voyez, déjà cette fameuse zone où on aurait 15% des LTH, des long term holders qui seraient en perte, si jamais on casse ce niveau-là, on se retrouve où ? Sur cette zone entre les 82 et les 84 000 $ qui correspondent à ce True Min Price ici, que l'on pourrait aller revisiter. On l'a déjà vu par le passé. Alors par contre, c'est vrai que je parle pas des altcoins. Ça leur ferait bien mal. Mais globalement, comme vous le voyez, on l'avait déjà vu en mai-juin 2021 comme d'un très gros support pour repartir à la hausse vers ce nouvel ATH. Et par contre, ça nous avait servi de support en janvier 2022, comme vous le voyez ici, avant de nous montrer que le prix ne voulait pas repartir à la hausse. On s'était cette fois non plus arrêté, comme c'est le cas depuis globalement novembre 2023, comme d'un support sur cette bande jaune du MVRV, hop ici également, mais cette fois on s'en était servi comme d'une résistance, et à partir de là, c'est à partir de là qu'il faut changer son biais, son fusil d'épaule. C'est à partir de là qu'il faut vraiment peut-être se dire, ok, j'étais peut-être convaincu, conscient, toutes les données me disaient que, ou mon ressenti me disait qu'on pouvait continuer cette hausse, que le cycle de 4 ans finalement n'était qu'un cycle monétaire, etc. Mais s'il y a ce scénario qui se passe, je ne ferai pas forcément le malin et je changerai mon biais, et peut-être que ce que j'ai rechargé, peut-être ce que j'ai investi, peut-être ce qui me reste sur le marché, si jamais on a cette configuration-là, peut-être que je le vendrai au rebond et à la prochaine résistance qu'on trouvera sur cette bande jaune. En tout cas, comme vous le voyez, 2018 ou même 2022, on a toujours rebondi sur ces niveaux-là pour aller retenter quand même cette bande jaune. Donc si jamais on touche les 82 ou cette fameuse zone, soit on s'en sert comme d'un point pivot pour réinvestir et se dire que dans tous les cas, on a historiquement parlant, de fortes probabilités qu'on aille retoucher cette bande jaune, donc c'est-à-dire autour des 100K. Donc on aurait un beau delta quand même entre les 80 et les 100K pour faire un beau petit chiffre à court terme. Et si jamais on n'arrive pas à reprendre cette bande jaune pour de bon, comme c'est arrivé en 2021, et que finalement ça se passe comme en 2022, eh bien on change son fusil d'épaule, on vend, on prend des profits sur ces niveaux-là, et dans ce cas-là, on sort du marché et on se dit rendez-vous lorsqu'on arrivera à tenir très efficacement au moins ce support et repasser au-dessus potentiellement de cette bande jaune autour des 100K actuellement, mais qui bien sûr changera à la longue. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de bonne manière de faire. Encore une fois, ça dépend de chacun, de votre horizon de temps, de votre façon d'investir. Moi, je suis très à l'aise à utiliser les données on-chain puisque ça me permet, depuis le début que je l'utilise, pas forcément le début de ce cycle, mais depuis les 2 ans où maintenant je l'utilise, d'être rentable. Et ça me convient. Si vous êtes rentable en utilisant de l'analyse technique, de l'analyse fonda, en faisant jouer votre feeling, tout simplement, ou faire du DCA le plus classique du monde, faites-le. Le but, c'est de gagner de l'argent, encore une fois. Moi, je me sers de ça et j'espère que ça vous apporte des réponses, des connaissances sur ce sujet pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché et agir par vous-même. D'ailleurs, et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, je suis en train de mettre en place le plus d'outils possible pour comprendre comment se servir des données on-chain comme un véritable outil qui est actionnable, c'est-à-dire pour savoir quand vendre, quand acheter, quand faire du DCA optimisé. Donnez-moi quelques semaines et c'est vrai que ce sera disponible. Par la même occasion, et ça je vous l'avais promis, il y aura une vidéo sur la méthode du DCA optimisé qui va sortir dès que ce sera prêt. Je vous tournerai la vidéo dans la foulée dès que tout le processus sera mis en place. Mais le but, c'est vraiment, et ça je vous le conseille à tous, quand on investit notre argent, on investit quand même le temps qu'on a passé à le gagner. Potentiellement notre CDI, potentiellement un investissement, potentiellement même un héritage qui, ici, a un côté un peu plus émotionnel. C'est pour ça, en fait, qu'il faudrait, et je dirais dans le meilleur des mondes, être quand même assez obsédé avec l'idée d'apprendre quand même comment gérer cet argent avec les méthodes qui vous conviennent. Moi, c'est l'analyse on-chain. Pour vous, ça peut être très bien autre chose. Mais au moins, je sais que, de par mes investissements, j'arrive à ne pas dépendre des autres, dépendre de leur vision du marché, dépendre de l'analyse de quelqu'un d'autre, pour vraiment savoir quoi faire. Je dois prendre une décision, je la prends à mon âme et conscience, j'appuie sur le bouton vendre, j'appuie sur le bouton acheter, et je n'ai personne à blâmer. C'est pour ça aussi
que je développe ça pour vous, parce que je vous le souhaite, c'est extrêmement gratifiant de savoir le faire. Donc en conclusion de cette vidéo sur ce qui se passe sur le marché, et où je pense vous avoir été le plus transparent possible avec vous, mon but c'est vraiment de parler autant de psychologie, de mindset, que d'action du prix, de ce qui se passe au niveau on-chain, puisqu'encore une fois, si j'adore l'analyse on-chain, tout est histoire aussi de psychologie et de plans que l'on peut avoir pour vraiment, non pas maîtriser le marché, mais comprendre un minimum ce qui se passe. Et globalement, dans ce marché-là, qu'est-ce que l'on voit ? On est passé sous les 100 000 $. Passer sous les 100 000 $, en soi, ce n'est pas tragique, tant qu'on tient cette fameuse zone sur les 95 et 92 000. Si on passe en dessous, et ce n'est que mon avis, mais il y a très forte chance qu'on aille visiter cette zone entre les 85 et 82 000 $ que l'on a vu. Peut-être rebondir ici et aller retoucher cette borne haute des 100 000, et auquel cas, comme je vous l'ai dit, si on n'arrive pas à la reprendre, peut-être se dérisquer et vendre à ce moment-là, puisque peut-être que le marché voudra vraiment aller beaucoup plus bas, et retoucher cette zone sous les 80 000, peut-être les 70-65 000 $, ce qui fera vraiment bear market, ça c'est clair. Je vous rappelle que le coût moyen réalisé de tous les investisseurs sur BTC est aujourd'hui autour des 55 000 $, et c'est un niveau, ce qu'on appelle le realized price, le prix réalisé, qui a toujours été touché en bear market dans l'histoire de BTC. Donc si jamais on a les niveaux qu'il faut, en tout cas on a les outils pour ne pas rester coincé jusqu'à ces 55 000 $ potentiels et sortir avant. Si encore une fois on n'arrive pas à reprendre les 100 000, qu'on rebondit sur les 82 000 ou autour, on aura ce rebond qui arrivera, j'en suis persuadé, j'en mettrai même ma main à couper, qui nous permettra de sortir quand même au-dessus des 90 000 $ et ne pas se retrouver coincé, à aller beaucoup plus bas. Si jamais, et ça c'est le scénario optimiste, on arrive à reprendre les 100 000, comme justement ça c'est arrivé à l'été 2024 ou le printemps 2025, où on a réussi à reprendre cette bande jaune et repartir à la hausse, le prochain niveau que je surveille, c'est la zone des 110-112 000. Si on rebute sur ces niveaux-là, malheureusement c'est pareil, j'aurais réinvesti sur les 100 000, je vendrai sur les 110-112, puisqu'on n'arrivera pas à reprendre une dynamique haussière court terme, et potentiellement je réattendrai de voir ce qui se passe sur les 100 000 $. Et si on vraiment les reprend avec conviction, les 110-112, globalement on pourra aller beaucoup plus haut. Mais on n'en est pas là. Donc ça va être vraiment l'occasion de faire d'autres vidéos sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus, on est plus de 3000, je vous remercie énormément. Mon but, c'est que la chaîne grossisse avec vous. J'ai pas du tout envie de ressembler à un influenceur, j'ai pas du tout envie d'être un hacheur, etc. J'en suis très très loin, mais si vous voulez, c'est pas l'objectif que je cherche avec vous. On est sur une niche, on est sur de l'analyse on-chain, mais le but, c'est d'avancer ensemble, autant sur le côté psychologique que technique, et j'espère qu'on va y arriver tous ensemble. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon dimanche, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Crypto Sapiens. Prenez soin de vous.